Sœur Marguerite avait 48 ans lorsqu'elle révéla enfin la vérité qu'elle avait gardée secrète pendant 23 ans. Assise dans un petit appartement parisien en 1989, face à deux jeunes adultes qui ne la connaissaient pas, elle prononça les mots qu'elle avait répétés 1000 fois sans jamais parvenir à les prononcer. « Je suis votre mère, biologique. Je vous ai confié à l'adoption à votre naissance. Et depuis, je le regrette chaque jour. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie avait 23 ans. Elle était étudiante en médecine. Pierre avait 23 ans. Il travaillait comme ingénieur. Des jumeaux qui ne se connaissaient pas jusqu'à ce qu'une agence d'adoption les contacte quelques semaines auparavant, leur annonçant que leur mère biologique souhaitait les rencontrer. Ils avaient accepté par curiosité. À présent, ils regardaient la religieuse d'âge mûr avec un mélange de choc, de confusion et une colère naissante. L'histoire a commencé bien plus tôt, en 1965, au couvent Notre-Dame de Lyon. Marguerite avait alors 25 ans. Jeune religieuse, elle était entrée au couvent à 19 ans, fuyant une famille abusive. L'ordre était un refuge, non une vocation. Mais en 6 ans, ce refuge s'était transformé en prison. Elle accomplissait les tâches qui lui étaient confiées, enseigner à l'école du couvent, s'occuper des personnes âgées, entretenir les jardins. Mais elle ressentait un profond vide. Il lui manquait quelque chose, un but peut-être, ou tout simplement la vie. C'est durant l'été 1965 qu'elle rencontra Marc Chevalier. Âgé de 28 ans, il était architecte et avait été engagé pour rénover une aile endommagée du couvent. Les travaux allaient durer des mois. Marc venait tous les jours, travaillait avec une petite équipe et avait peu de contact avec les religieuses. Mais Marguerite coordonnait le projet pour le couvent. Les réunions étaient fréquentes. Les conversations, d'abord professionnelles, devenaient plus personnelles. Marc était aimable, drôle et à l'écoute. Il la voyait non pas comme une religieuse, mais comme une personne. Pour la première fois en 6 ans, Marguerite se sentait humaine. Leur lien s'est approfondi tout au long de l'été. Des rencontres fortuites dans le jardin. Des conversations qui s'éternisaient. Des regards qui s'attardaient trop longtemps. En septembre, ils savaient tous deux que quelque chose se tramait. Quelque chose d'interdit. C'est Marc qui a avoué le premier. « J'éprouve des sentiments pour toi. Je sais que c'est impossible. Mais je ne peux pas faire comme s'il n'existait pas. » Marguerite aurait dû en rester là. Poser des limites. Au lieu de cela, elle a admis « Je les ressens aussi ». Cet aveu a mené à leur premier contact physique, au-delà d'une simple poignée de main. Sa main sur son visage. Le baiser qui a suivi était inévitable, urgent, désespéré. Il savait que c'était mal, mais il ne pouvait s'arrêter. Leur relation s'est développée en secret tout au long de l'automne. Leur rencontre était risquée, volée. L'abri à outils pendant la pause déjeuner. La forêt derrière le couvent au crépuscule. Sa voiture garée sur une route déserte. Chaque rencontre était plus intense que les précédentes. Les baisers se sont mués en caresses. Les caresses sont devenues plus profondes. En novembre, ils ont fait l'amour pour la première fois dans sa voiture. Banquette arrière étroite et inconfortable, mais pour Marguerite, ce fut une révélation. À 25 ans, elle goûtait pour la première fois à ce à quoi elle avait renoncé à 19 ans. Le plaisir, la connexion, l'intimité et l'amour, car ce n'était pas seulement physique. Elle aimait Marc, et il l'aimait. Il parlait d'un avenir impossible. Elle quitterait l'ordre. Ils se marieraient. Ils vivraient une vie normale. Mais ce n'était que des rêves. La réalité, c'est que Marguerite avait peur. Peur du monde extérieur au couvent. Peur de décevoir Dieu. Peur de faire le mauvais choix. Décembre. Les travaux de rénovation étaient terminés. Marc partait. Leur dernière nuit ensemble fut douce amère. Ils firent de l'amour en sachant que c'était un adieu. Il la supplia de partir, de venir avec lui. Elle pleura, dit qu'elle ne pouvait pas encore. Elle avait besoin de temps. Il comprit, mais cela lui faisait mal. Ils se promirent de rester en contact. Puis il partit. Marguerite reprit sa routine au couvent, le cœur brisé. Mais au moins, il lui restait des souvenirs, des semaines qui avaient été vraiment vivantes. Janvier arriva.
Marguerite eut des nausées matinales. Au début, elle pensa à la grippe, puis ses règles ne vinrent pas. La panique s'installa. Ce n'était pas possible. Mais les tests de grossesse n'existaient pas en 1966. Elle attendit. Février. Les nausées s'intensifièrent. Douleur au sein. Fatigue. Les signes étaient indéniables. Elle était enceinte. À 26 ans, religieuse depuis 7 ans, enceinte d'un homme qu'elle aimait mais qu'elle avait laissé partir. La panique se mua en terreur. La grossesse d'une religieuse était le pire des scandales. Elle serait immédiatement renvoyée, humiliée publiquement. L'enfant lui serait arraché pour une adoption forcée. Marc ne le saurait jamais. Elle serait seule, ruinée. Pendant des semaines, Marguerite se demanda quoi faire. Elle pouvait contacter Marc, avouer, s'enfuir ensemble. Mais la peur la paralysait. Elle pouvait essayer de cacher sa grossesse. Mais comment? Son habit était encombrant, mais insuffisant pour 9 mois. La décision fut prise par la force des choses. En mars, la mère supérieure annonça que Marguerite serait transférée dans un couvent rural d'Auvergne, isolé, montagneux, petit. Seulement 4 religieuses âgées. Il leur fallait une jeune fille pour les travaux pénibles. Marguerite serait cette personne. Le transfert fut immédiat. Marguerite y vit une opportunité. L'Auvergne était loin, isolée. Si elle pouvait y cacher sa grossesse, accoucher en secret, alors elle ignorait ce qui se passerait ensuite. Mais c'était une chance. Elle accepta la mutation sans rechigner. Elle arriva au couvent Sainte-Thérèse en avril. L'endroit était effectivement reculé. Le village le plus proche était à 15 kilomètres. 4 religieuses, toutes âgées de plus de 65 ans, entretenaient difficilement les lieux. Marguerite s'occupait des tâches physiques. Le travail l'occupait. Et l'habit ample, combiné à l'isolement, fit que sa grossesse passa inaperçue. Les religieuses âgées ne se doutèrent de rien. Marguerite travaillait au jardin, cuisinait, faisait le ménage. Son ventre grossissait, mais des couches de vêtements le dissimulaient. En juillet, elle était enceinte de 5 mois. Les premiers mouvements du bébé commencèrent, des coups de pied étranges, inhabituels. La nuit, dans sa cellule, elle touchait son ventre en pleurant. Elle aimait déjà l'enfant, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas rester. C'était impossible. Août. Son ventre était désormais bien visible, mais elle évitait les autres sœurs autant que possible. Elle prétendait préférer travailler seule. Elle l'acceptait. Septembre arriva. 9e mois. Marguerite avait tout planifié avec soin. Au début du travail, elle se retirerait dans une cabane isolée, fermerait la porte à clé et accoucherait seule. Ensuite, elle ne savait pas encore. Mais le travail n'attendit pas. Il survint une nuit. 2 semaines plus tôt, octobre. La douleur commença à 11 heures. Marguerite la reconnut. Elle se glissa hors de sa cellule, se rendit à la cabane et s'y enferma. La douleur s'intensifia. Le travail dura 6 heures. Seule, terrifiée, elle saignait. À 5 heures du matin, le premier bébé naquit. Une fille! Ses cris étaient trop forts. Marguerite l'enveloppa rapidement dans un tissu, essayant d'étouffer ses pleurs. Mais la douleur ne s'arrêtait pas. Une autre contraction. Panique. Il ne devrait pas y en avoir d'autres. À moins que le deuxième bébé naisse 10 minutes plus tard. Un garçon. Des jumeaux. Elle ne le savait pas. L'échographie n'était pas courante en 1966. Marguerite resta des heures auprès des bébés. Le soleil se leva. Les religieuses allaient bientôt se réveiller. Elles devaient se décider. Elle ne pouvait pas les garder. Impossible, mais elle ne pouvait pas non plus les abandonner. Elle avait tout organisé à la hâte, épuisée et souffrante. Elle avait quelques économies, des cadeaux de famille reçus au fil des ans, conservés dans une boîte sous son lit. Elle prit l'argent, enveloppa les bébés individuellement dans des couvertures et les plaça chacun dans un panier avec un mot. Cet enfant s'appelle Sophie et cet enfant s'appelle Pierre. Né en octobre 1966. Prenez soin d'eux, s'il vous plaît. Leur mère les aime, mais elle ne peut pas rester. Elle ajouta de l'argent, tout ce qu'elle possédait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était toujours ça. Elle attendit la nuit tombée. Puis elle fit l'impensable. Elle emmena Sophie dans un orphelinat d'un village à 15 kilomètres de là.
Elle déposa un panier sur le perron, sonna, se cacha jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que l'on prenne le bébé à l'intérieur. Puis elle revint. Elle prit Pierre dans ses bras. Elle l'emmena dans un autre orphelinat, dans un village situé dans la direction opposée. Même procédé. Elle laissa le bébé, sonna et s'enfuit. 2 orphelinats, 2 villages différents, des jumeaux séparés. Elle le fit délibérément, car s'ils étaient restés ensemble, leur gémellité aurait été évidente. Des questions auraient été posées. Séparés, ils n'étaient que 2 bébés abandonnés parmi tant d'autres à cette époque. Marguerite retourna au couvent à l'aube. Encore ensanglantée, le corps meurtri par l'accouchement, le cœur plus que jamais brisé. Elle avait accouché, séparée des jumeaux, fait un choix qui la hanterait toute sa vie. Physiquement, elle se rétablit dans les semaines qui suivirent. Mais émotionnellement, elle ne s'en remit jamais. Elle pensait sans cesse à Sophie et Pierre. Elle se demandait s'ils allaient bien, si quelqu'un les avait adoptés, s'ils ressentaient son absence. La culpabilité l'accablait. Les années passèrent. Marguerite resta en Auvergne. Elle ne contacta jamais Marc. Que lui aurait-elle dit? Qu'elle avait eu des enfants de lui et les avait confiés à l'adoption? Qu'il avait intentionnellement séparé des jumeaux pour cacher la vérité? Non. Certains secrets étaient trop lourds à porter. Les décennies passèrent. Marguerite, trentenaire, quadragénaire, cinquantenaire, pensait toujours à ses enfants, se posait sans cesse des questions. En 1988, la loi française sur l'adoption changea, permettant aux mères biologiques de rechercher leurs enfants si elles le souhaitaient. À 48 ans, Marguerite prit sa décision. Elle devait savoir. Elle contacta un organisme d'adoption. Le processus fut long. Des mois de démarches administratives, d'entretien. Elle expliqua sa situation. Jeune religieuse, grossesse cachée, jumeaux séparés. L'organisme se mit à la recherche. Ils retrouvèrent Sophie, adoptée par une famille de médecins à Paris, et Pierre, adopté par un ingénieur et sa femme à Lyon. Tous 2 avaient bien grandi. Ils ignoraient l'existence l'un de l'autre. L'organisme les contacta. Ils leur demandèrent s'ils souhaitaient rencontrer leur mère biologique et leur révélèrent l'existence de leurs frères jumeaux. Le choc fut immense. Mais tous 2 acceptèrent de se rencontrer. Les voilà donc là. Septembre 1989. Marguerite, Sophie et Pierre, dans un petit appartement. La vérité enfin révélée. Le silence se rompit lorsque Sophie prit la parole. « Tu nous as abandonnés. Pas seulement abandonnés. Tu as intentionnellement séparé des jumeaux. Pourquoi ?» Sa voix tremblait de colère. Marguerite n'avait aucune excuse valable. « Parce que j'avais peur. J'étais jeune, religieuse, seule. S'ils étaient restés ensemble, on les aurait identifiés comme jumeaux. On m'aurait posé des questions. On m'aurait retrouvé. Je ne dis pas que j'avais raison. J'avais tort, terriblement tort, mais c'était un choix que j'ai fait dans la panique. Pierre, et notre père, qui est-il? Le sais-tu? Marguerite. Marc Chevalier. Il était architecte. Nous avons eu une brève liaison. Il ne sait rien de toi. Je ne lui ai jamais rien dit. Sophie. Pourquoi? Marguerite. Parce que j'étais lâche. Parce que j'avais honte. Parce que c'était plus facile de porter ce fardeau seul que de le lui confier. Les larmes coulaient sur ses joues. Je suis désolé. Je sais que les mots ne suffisent pas, mais je suis plus désolé que je ne peux l'exprimer. Pas un jour ne passe sans que je pense à vous. À combien vos vies auraient été différentes si j'avais eu le courage. Sophie se leva. Je dois partir, c'est trop. Pierre. Sophie, attends. Mais elle était déjà à la porte. Pierre regarda Marguerite. Elle va digérer tout ça. Elle a besoin de temps. Moi aussi. Il s'arrêta à la porte. Mais, merci d'avoir enfin dit la vérité, même si c'est tard. Puis il partit. Marguerite se retrouva seule. Elle avait révélé la vérité qu'elle avait gardée pendant 23 ans. Ses enfants savaient. Mais cette révélation n'apporta pas la réconciliation qu'elle espérait, seulement de la douleur de part et d'autre. Les mois suivants furent difficiles. Sophie refusa tout contact. Pierre accepta des rencontres occasionnelles. Prudent, tendu. Marguerite lui raconta toute l'histoire au fil du temps. L'histoire de Marc, de l'amour, de la peur, des choix impossibles.
Pierre écoutait. Il ne pardonna pas vraiment, mais il commença à comprendre. Sophie finit par accepter de revoir Marc. Marguerite le contacta 24 ans plus tard. Il avait 52 ans, était marié et père de famille. Lorsqu'elle lui annonça qu'elle avait eu des jumeaux avec lui en 1966, il fut anéanti. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Même question, même réponse insatisfaisante. La peur, la lâcheté, la honte. Il accepta de rencontrer Sophie et Pierre. La rencontre fut bouleversante. Marc pleura en serrant dans ses bras des enfants dont il ignorait l'existence. « Je serais resté avec vous, » dit-il. « Je me serais occupé d'eux, si j'avais su. » Mais il ne savait pas, car Marguerite avait choisi le secret. À 50 ans, Marguerite entretenait une relation, certes imparfaite, avec ses enfants. Pas une relation étroite. Elle ne le serait jamais. Les séquelles de la séparation, des secrets, des choix impossibles étaient indélébiles, mais cette relation existait. Sophie devint médecin, Pierre, un ingénieur brillant. Tous deux fondèrent une famille, des petits-enfants que Marguerite voyait de temps à autre. Elle avait finalement quitté l'ordre à 49 ans. Après avoir révélé la vérité, elle ne pouvait plus feindre une vocation. Elle travailla dans une bibliothèque, vécut seule, rongée par la culpabilité. L'histoire de Marguerite était un avertissement sur le prix du secret. Une religieuse qui avait caché des enfants issus d'une relation qui n'aurait jamais dû exister et qui pourtant a eu lieu, qui avait séparé des jumeaux pour dissimuler la vérité, qui avait vécu 23 ans sous le poids d'un choix impossible. Lorsqu'elle a finalement révélé la vérité, elle n'a pas trouvé la rédemption espérée, seulement la confirmation d'une crainte originelle que certains choix soient irréversibles, que certaines séparations soient définitives. Sophie et Pierre ont grandi sans mère, séparés l'un de l'autre. 23 années volées. Marguerite a trouvé la sécurité du secret, mais a perdu ses enfants. Marc n'a jamais su qu'il était père avant qu'il ne soit trop tard. Tout le monde a perdu, car la relation qui n'aurait jamais dû exister a bel et bien eu lieu. Et les conséquences, grossesse, naissance, séparation, secret, ont résonné pendant des décennies. La religieuse avait caché ses enfants, mais elle ne pouvait pas dissimuler la vérité éternellement. Et lorsqu'elle a finalement éclaté, la destruction était déjà consommée. Il n'y avait plus de retour en arrière. Elle ne vivait plus qu'avec les conséquences de choix impossibles faits par une jeune femme terrifiée 23 ans auparavant. Et cela, Marguerite le savait à 50 ans, était la condamnation la plus sévère qu'une église puisse prononcer.